Par le nombre des victimes, 38 millions de morts, l'étendue des destructions, la cruauté inouïe de certains belligérants, on est en présence d'un bouleversement moral sans commune mesure dans l'histoire de l'humanité. L'homme est en voie de perdre toute dignité à ses propres yeux. À ceux qui douteraient encore de la réalité des atrocités, on organise à San Francisco, en marge de la création des Nations Unies, des projections. Un cinéma a même été réquisitionné à cet effet, un cinéma qui projette des films d'horreur. Et beaucoup de délégués comprennent alors qu'ils ne sont pas là seulement pour parler de guerre ou de paix, mais avant tout des hommes, ceux qui ont osé faire cela à d'autres hommes. Le 6 août 1945, l'explosion d'Hiroshima et les vertigineuses perspectives qu'elle laisse entrevoir imposent définitivement l'absolue nécessité d'un code moral universel à l'humanité. Nous sommes le 1er avril 1946 à San Francisco. C'est la première réunion du comité de rédaction des droits de l'homme, composé de 8 membres sous la présidence d'Eleanor Roosevelt. René Cassin, vice-président, représente la France. Le colonel Hodgson, l'Australie. Le docteur Malik, le Liban. Le professeur Koretsky, l'Union soviétique. Le docteur Chang, la Chine. Monsieur Wilson, la Grande-Bretagne. Et Monsieur Santa Cruz, le Chili. Herman Santa Cruz est à ce jour le dernier rédacteur vivant. Après plusieurs années d'exil, il vient de regagner Santiago du Chili, où il vit, entouré des souvenirs du comité de rédaction. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous pouvez voir ici Madame Roosevelt et moi-même. On a travaillé pendant presque 2 ans. Je peux vous dire que si on n'avait pas eu la déclaration à 48, peut-être la déclaration des droits de l'homme n'aurait pu pas être faite. Parce qu'à ce moment, c'était seulement le premier commencement de la guerre froide. La guerre froide, c'est la course qui s'engage entre Russes et Américains pour étendre leur zone d'influence en Europe. Les vainqueurs qui se congratulaient il y a moins d'1 an sont désormais des adversaires. C'est le face-à-face en Iran, sur le Bosphore, en Azerbaïdjan. En Grèce aussi, où soviétiques et yougoslaves aident le général Marcos à renverser la monarchie. En Chine, où les Russes dénoncent l'appui des Américains Chiang Kai-shek, le rival de Mao. Alors les discussions s'enveniment. Le dialogue fait place à de longues déclarations chargées de phrases perfides et de sous-entendus hostiles. Fin 47, les escarmouches se multipliaient à longueur de séance, se souvient le secrétaire du comité que l'on voit ici, John Humphrey. Je me rappelle que le membre de l'Union soviétique, il a parlé des fonctions du mandat de la presse. Alors il dit que la presse devrait protéger les droits de l'homme. La presse devrait travailler pour la paix. La presse devrait se combattre contre le fascisme, etc., etc. Toutes les bonnes causes. Et le membre des Philippines, qui était journaliste, a répondu: le seul mandat de la presse, c'est de dire la vérité. La crise s'amplifie. À Prague, en 1948, lorsque Staline fait basculer la Tchécoslovaquie dans le camp communiste. Elle s'aggrave encore à Berlin, avec le blocus, lorsque les soviétiques tentent de contraindre les occidentaux à évacuer la ville. Le monde est désormais à la merci du moindre incident, au bord de la guerre. L'ONU devient l'ultime recours. Quel était l'état d'esprit à la Commission des droits de l'homme qui siège à Chaillot, dans une salle voisine? Nous nous sommes renforcés pour continuer et obtenir
la Déclaration universelle des droits de l'homme le plus tôt possible. Parce que nous croyons qu'avec ça, on crée un instrument de paix, de coopération internationale. À Paris, après Genève et New York, les 30 articles finissent de prendre forme. Non sans débat, comme en témoignent plusieurs dizaines de volumes. Pour obtenir l'accord de chacun, les formules sont tournées en tous sens. Aux hommes qui naissent libres et égaux, on préfère l'appellation d'êtres humains à la demande des femmes. Le Liban réclame et obtient que les deux époux soient librement consentants en cas de mariage. L'Arabie saoudite voudrait abroger le passage de l'article 18 qui autorise le changement de religion. Et l'Afrique du Sud tente vainement d'écarter l'article 7 qui condamne la discrimination raciale. Et le texte s'élabore article par article. Ainsi sont condamnés les arrestations et la détention arbitraire, la torture, les traitements cruels, dégradants, inhumains, l'esclavage, la servitude. Ainsi sont énoncés un certain nombre de droits: la liberté de conscience, d'opinion, d'expression, le droit de manifester et celui de voter, le droit à une justice indépendante, à des tribunaux impartiaux, le droit à l'éducation et à la vie culturelle. À la tribune du palais de Chaillot, dans la nuit du 9 au 10 décembre, Herman Santa Cruz vient présenter à son tour la déclaration à l'Assemblée générale. Le texte sera définitivement adopté par 48 voix pour et 8 abstentions. Parmi elles, l'Union soviétique qui trouve la déclaration trop fidèle à l'individualisme libéral, l'Arabie saoudite pour raisons religieuses, et l'Afrique du Sud directement visée par la condamnation de la discrimination raciale. Bien sûr, il faudra encore beaucoup d'années pour passer de la déclaration à la convention et surtout à l'application des principes énoncés. Mais un grand espoir est né ce soir du 10 décembre 1948. Un espoir confié aux générations futures. Voir un jour la Déclaration universelle des droits de l'homme acquérir force de loi pour l'humanité entière.